Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Quel bonheur de partager ce moment en votre compagnie. Amoureux du sport, restez avec nous. C'est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par le marathon de Berlin. Le Kényan Denis Kimeto, 30 ans, a battu ce dimanche le record du monde du marathon avec un chrono de 2 heures, 2 minutes et 57 secondes. Le précédent record était détenu par son compatriote Wilson Kipsang Kiprotich en 2 heures, 3 minutes et 23 secondes. C'était également à Berlin. Il devient donc le premier homme de l'histoire à passer sous la barre des 2 heures, 3 minutes. Kimeto a progressivement accéléré dans le marathon, couru en négative split, c'est-à-dire avec une deuxième partie de course plus rapide que la première. Kimeto est le 6e homme à battre le record de la discipline sur le tracé de la capitale allemande. Avant le départ de la course, il avait annoncé son intention de devenir le premier homme sous les 2 heures 3 minutes. Un parcours berlinois urbain qui est très protégé des bourrasques. Il est réputé pour être le plus rapide du monde avec moins de 20 mètres de nivelé. Bravo à lui. Allez, on va faire un grand tour des championnats européens de football avant de tout décrypter demain avec notre expert Emmanuel Petit dans le journal du foot. On commence tout de suite par l'Angleterre. Chelsea s'impose pour la 5e fois en 6 journées. Victoire 3-0 contre Aston Villa. Farandole de but entre Hull City et Manchester City. Les Citizens l'emportent 4-2. Manchester United se rebelle et s'impose 2-1 sur West Ham. Pas de vainqueur dans le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Un partout, même résultat pour le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton. En Espagne, les 3 grands d'Espagne ont répondu présent. Ce week-end, regardez, le Barça écrase Grenade 6-0. Le Real Madrid s'impose tranquillement à Villarreal 2-0. À noter le 10e but de Ronaldo en 5 matchs joués. L'Atlético Madrid frappe du poing sur la table et atomise le FC Séville 4-0. Par contre, mauvaise performance de Bilbao qui concède le match nul 0 partout à domicile contre Eibar. Et en Allemagne, le Bayern de Munich repart très fort après un petit coup d'arrêt en s'imposant face à Cologne 2-0. C'est Mario Götze qui a ouvert le score pour les Bavarois dès la 20e minute de jeu avant que Alfar ne marque contre son camp peu après l'heure de jeu. Pour les Bavarois, de nouveau solide, c'est donc une 2e victoire consécutive. En revanche, rien ne va plus pour le Borussia Dortmund. Regardez, le club de la Ruhr s'est incliné sur la pelouse de Schalke 04. 2-1, c'est Matip et Choupo-Moting qui ont marqué pour les locaux avant que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne réduise le score pour le Borussia. Et pour les hommes de Jürgen Klopp, ça fait 3 matchs sans victoire. Une triste série qu'ils essaieront évidemment d'enrayer dès mercredi en Ligue des Champions face au club belge d'Anderlecht. Et puis on termine par la Ligue 1 où les favoris ne sont plus ceux que l'on croit. Le Paris Saint-Germain n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1 partout sur la pelouse de Toulouse. Ça ne va toujours pas pour Monaco qui perd à domicile lors du derby de la Méditerranée contre Nice. Lille s'impose 1-0 contre Bastia et confirme son bon début de saison. Enfin, une belle surprise nous vient de Metz avec une victoire 3-0 contre Reims. Et les promus qui se retrouvent provisoirement en 5e position au classement. En football comme ailleurs, les stéréotypes sont nombreux. Footballeurs trop vieux, trop jeunes ou trop grands, championnat déséquilibré. Les commentateurs et les analystes n'hésitent pas à stigmatiser certains traits du monde du ballon rond. Cela peut paraître étonnant. En tout cas, ils ont parfois raison. Une étude a récemment prouvé, chiffre à l'appui, que les lieux communs sont souvent authentiques. Lise Barenbaum vous en dit plus. Dans le monde du football, les clichés ont la dent dure. L'Observatoire du football du Centre international d'études du sport a passé en revue les clubs du Big Five toute l'année et ses conclusions sont étonnantes. Les idées reçues sont parfois bien réelles. L'Italie serait un championnat de vieux footballeurs. Les chiffres confirment cette idée puisque la moyenne d'âge est de 27,61 ans contre 26,35 ans pour la Ligue 1 française et 25,67 ans en Bundesliga. Andrea Pirlo, 35 ans, a par exemple une carrière 100% transalpine. Il a joué à l'Inter de Milan, au Milan AC et aujourd'hui au Juventus Football Club. Le football italien est donc expérimenté, mais la formation des jeunes n'est pas encouragée et le recrutement de joueurs matures se fait souvent à l'étranger. Les clubs laissent donc filer leurs pépites, comme Marco Verratti au PSG. En Angleterre, le championnat est peuplé de joueurs étrangers. 63% des footballeurs de Première Ligue ne sont pas nés au Royaume-Uni. Cette année, Manchester United a recruté le Colombien Falcao et l'Argentin Ángel Di María. En 2013, Arsenal avait fait sensation en déboursant 50 millions d'euros pour l'international allemand de nationalité turque Mesut Özil.
Bien sûr, avec le talent qu'il y a ici et Arsenal qui est un des plus grands clubs au monde, cela va être difficile. C'est la ligue la plus compliquée. L'entraîneur d'Arsenal estimait à l'époque qu'Ozil avait un style de jeu adaptable à celui de son équipe anglaise. Il joue à son meilleur niveau et je pense qu'il a un style de jeu que nous pouvons intégrer dans le nôtre parce que vous avez un jeu qui est basé sur le mouvement, l'habilité technique, la créativité et il a tous les attributs pour être un des leaders de cette équipe. Le championnat espagnol est celui de tous les extrêmes. Entre les Cadors de Barcelone, de l'Atlético et du Real Madrid et les autres équipes comme Getafe ou le Rayo Vallecano, le gouffre semble infranchissable. Pour Carlo Ancelotti, entraîneur de la Casablanca, les autres équipes du championnat ne semblent même pas exister. Nous avons face à nous des équipes très compétitives, l'Atlético aussi bien pour la Liga que pour la Ligue des Champions, et avec le Barça en Espagne. Cela va donc être une saison difficile, mais nous avons beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme, et cela va être une saison positive. Chez les 5 premiers de Liga, 75% des joueurs sont des internationaux de haut niveau, alors que chez les 5 dernières équipes, seuls 15% des effectifs sont étrangers. Dernier lieu commun authentique, les footballeurs allemands sont les plus grands. Avec 1,83 m de moyenne, le joueur de Bundesliga est loin devant les petits Espagnols qui font à peine 1,80 m de moyenne. Bert Mertesacker et ses 1,98 m toisent allègrement ses collègues européens. Les analystes sont unanimes. Les étiquettes qui collent à la peau de chacun des grands championnats européens ne sont pas toujours usurpées. La Nouvelle-Zélande est bel et bien le pays du rugby. Les All Blacks ont remporté le tournoi des 4 Nations 2014 en battant l'Argentine 34-13 ce samedi à La Plata. Les All Blacks signent ainsi leur 3e victoire consécutive dans la compétition internationale de l'hémisphère sud. Une victoire obtenue sans forcer leur talent. Ils ont accéléré quand ils le souhaitaient. La Nouvelle-Zélande a donc surclassé les Pumas, lesquels ne sont pas vraiment rentrés dans le match. Ils ont toutefois sauvé l'honneur grâce à un essai d'Agula à la 79e minute de jeu. Et puis du rugby encore, regardez ces images qui nous arrivent de Brive-la-Gaillarde. En Corrèze, ça se passe sur la pelouse du stade Amédée Domenech. Plus de 4000 participants se sont rassemblés après le match du top 14 qui opposait Brive à Bègles-Bordeaux pour faire un haka géant. C'est un sponsor de l'équipe de Brive qui a organisé l'événement. Je vous rappelle que le haka est une danse rituelle effectuée par les équipes de rugby du Pacifique Sud, comme la Nouvelle-Zélande, avant que chaque rencontre internationale, pour se donner du courage et peut-être aussi impressionner un peu son adversaire. La performance briviste est entrée dans le Guinness des records. Bravo aux Français qui ravissent ce titre aux Néo-Zélandais qui le détenait depuis 2008. En basket, le champion d'Europe, le Maccabi Tel Aviv, reprend du service après une année riche en émotions. Guy Godess, le successeur de David Blatt, a bien l'intention de poursuivre sur la route du succès. En tout cas, les fans, grands et petits, sont venus nombreux pour assister au premier entraînement des joueurs. Une reprise dans la bonne humeur. Vous allez voir, la caméra d'i24 News n'a rien raté. Regardez les images de Jonathan Selev et de Sacha Rebou. C'est la rentrée pour le Maccabi Electra Tel Aviv. Le club israélien a tout remporté la saison dernière, dont la très prestigieuse Euroleague. Mais le plus petit budget de la compétition européenne a dû faire peau neuve. Après le départ de son coach David Blatt pour la NBA et l'équipe de Cleveland, le premier d'un entraîneur européen vers le continent américain, la franchise tel-avivienne a décidé de nommer Guy Goots, l'adjoint de David Blatt depuis 4 ans, au poste d'entraîneur, et Pini Gershon pour être son adjoint. L'équipe israélienne a également perdu durant l'été certains de ses joueurs clés, dont le MVP du Final Four Tyrese Reese, parti pour le Khimki Moscou, et David Blue, l'américain naturalisé israélien, parti à la retraite après l'obtention du Graal européen. Pour remédier à ces départs, le club israélien a recruté des joueurs expérimentés comme Jérémy Pargo. L'américain revient chez les Jaunes 4 ans après sa dernière apparition et une expérience en NBA où il a joué à Memphis, Cleveland et Philadelphie. Cela va être très dur de rééditer une telle performance, donc nous restons concentrés pour faire ce que nous savons faire de mieux. J'espère que nous allons commencer en gagnant, nous allons prendre les matchs les uns après les autres et nous parviendrons à construire quelque chose de vraiment très bien. Et s'il y a eu beaucoup d'arrivées au club, certains joueurs sont quant à eux restés au Maccabi Tel Aviv. C'est le cas de Sylvain Lendesberg qui se réjouit déjà de l'arrivée des nouvelles recrues. Les nouveaux joueurs sont très talentueux et sont de très bons joueurs. Vous ne venez pas au Maccabi sans aucune raison. Si vous êtes là, c'est que vous avez prouvé votre niveau. On est encore tôt dans la saison et il va nous falloir un peu de temps pour nous connaître, avoir des automatismes et devenir une équipe.
Le Maccabi Tel Aviv, qui entamera sa saison officielle le 12 octobre en Ligue régulière et le 16 en Euroleague, a un autre rendez-vous de la plus haute importance en pré-saison. Le choc face aux Cleveland Cavaliers. L'équipe à présent entraînée par l'ex-entraîneur du Maccabi David Blatt et dont le joueur clé s'appelle LeBron James représente un défi redoutable pour le club israélien. Les deux équipes feront de leur mieux pour bien jouer dans ce match. Cleveland et leurs superstars feront évidemment ce qui est attendu d'eux pour leurs fans. Pour Alex Tayus, joueur emblématique du Maccabi Tel Aviv, affronter l'équipe de LeBron James représente avant tout une fierté et une très belle opportunité. LeBron James est mon joueur préféré en NBA, donc pouvoir être sur un parquet avec lui, c'est bien sûr quelque chose de spécial, mais en même temps nous allons aller là-bas pour gagner ce match et j'espère que nous serons prêts. C'est quelque chose de spécial et c'est une très belle opportunité de jouer mon premier match devant ma famille sur un parquet de NBA. J'ai déjà joué à l'étranger, mais pouvoir jouer à la maison, c'est vraiment quelque chose de spécial. En attendant ce choc de titans, le Maccabi Tel Aviv continue de s'entraîner sereinement et dans une bonne ambiance avant le début d'une saison de confirmation très attendue par les fans du club jaune et bleu qui ne demandent qu'à refaire la fête grâce à leurs protégés. Basket féminin à présent avec une mauvaise nouvelle pour les Françaises qui se sont inclinées d'entrée de jeu au Mondial 2014 face à la redoutable Turquie, pays hôte et l'un des principaux prétendants au podium. Score final 50-48, les braqueuses, comme on les appelle, vont devoir réagir face au Mozambique, l'équipe la moins forte de la poule. Les Africaines ont été battues quelques heures plus tôt par le Canada. Je vous rappelle que pour accéder directement au tour suivant, les Bleus doivent terminer en tête de leur groupe. Une deuxième ou une troisième place les obligerait à disputer un match de barrage. C'est la 4e année consécutive que Red Bull réussit à rassembler des sportifs de tous les horizons. Le Red Bull Element réunit des athlètes du monde entier en outdoor. Ils ne se croisent jamais d'habitude. Sur les rives du lac d'Annecy, des équipes constituées de rameurs, de parapentistes et de VTTistes se sont relayées sur un parcours très difficile. Regardez les images. C'est un relais unique au monde. Rameurs, trailers, parapentistes et VTTistes sont, le temps d'une course hors norme, réunis pour dépasser leurs limites. 62 équipes ont pris le départ cette année du Red Bull Elements à Talloires. Dès le début de l'épreuve, le ton est donné. En aviron, la distance habituelle de course est de 2000 mètres, en ligne droite, avec 6 bateaux. Ici, c'est une boucle de 13 km que les rameurs doivent effectuer, en enchaînant 3 virages avec une embarcation qui n'est pas prévue pour, et tout cela au milieu de 60 concurrents. Et pour corser encore un peu plus l'affaire, un dernier kilomètre est effectué à pied, embarcation sur le dos pour passer le relais au trailer. Là, on n'a pas l'habitude et là, c'est vraiment dur, quoi. Là, en plus, ça attaque par une montée. J'avais les jambes pliées. Et... Ouais, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour finir. Entre elles, 11 km de montée sur le site mythique de la Tournette, ultra raide, avec ses 1900 mètres de dénivelé positif. Et là encore, l'épreuve est détournée de son format habituel. Quand on commence à s'aider des mains sur du trail, c'est que là, c'est plus la technicité et l'aisance en montagne qui priment plutôt que la foulée et la vitesse de base. Donc là, on est sur un mix entre trail, course à pied et alpinisme. Arrivé au sommet, le relais est passé aux parapentistes. Alors qu'ils doivent habituellement rester le plus longtemps possible en l'air, ici on leur demande avant tout d'aller vite. Les voiles sont petites, rapides et 3 atterrissages sont imposés. Objectif, les faire remonter à pied sur une nouvelle base de décollage, sur de gros dénivelés et près de 3 km de distance. Il faut gérer en fait tout ça, tous ces paramètres, l'effort, le décollage, les atterrissages et rester toujours lucide pour bien sûr atterrir et décoller en sécurité. Dernière difficulté, le dernier posé se fait sur une barge flottante d'à peine 20 mètres carrés pour la plupart des concurrents. En VTT, l'effort sera là encore ultra violent. 20 km de course et 1500 mètres de dénivelé cette fois. Le parcours est extrême, portée de vélo dans la boue et un tracé en descente très étroit, sinueux qui ne pardonne aucune erreur. Je crois qu'on passe à des endroits où on ne passerait pas si c'était pour soi en fait. Le fait de rouler pour les autres, ça nous transcende en fait. Alors, c'est super. Et l'ambiance, le paysage, tout est bon. Les meilleurs ont rejoint l'arrivée après 5 heures d'efforts intenses, heureux d'avoir pour une fois dans leur saison concouru en équipe. Allez, on passe au cyclisme. 19 ans après Jeannie Longo, une Française a été sacrée championne du monde. Elle est champenoise, elle est âgée
de 22 ans. Elle a battu au sprint l'Allemande Lisa Brunauer et la Suédoise Emma Johansson. Pauline Ferrand-Prévot, c'est son nom. Et la première Française à gagner ce titre depuis 1995, c'était à Duitama, rappelez-vous, en Colombie. Vainqueur en avril dernier de la Flèche wallonne. La Française s'est illustrée aussi dans les Coupes du Monde de VTT. Elle en a gagné 2. Championne de France des différentes disciplines cette année, cyclocross contre la montre et course en ligne. Cross-country, elle a conquis aussi la médaille d'or du relais mixte aux derniers mondiaux de VTT, titrée sur route dans la catégorie junior en 2010. Pauline Ferrand-Prévot, rappelez-vous de son nom, n'avait encore jamais gagné le titre suprême en élite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis si nombreux. On se retrouve demain pour encore plus de sport pour notre journal du foot avec Emmanuel Petit. Je vous le rappelle, reste avec nous. L'info continue sur i24 News.